Quelque chose fait le tri dès la première perception d'un feuillet. Très rapidement, on comprend des choses. Il me semble que quand on est sur le manuscrit, on cherche le texte fini, on le cherche, même si on ne le connaît pas ou si on ne l'a pas lu ou si on ne s'en souvient plus, on est focalisé vers cette recherche. Et alors, j'ai l'impression, ce qui se passe pour moi, qu'il y a une espèce d'immédiateté dans le fait de repérer ce qui est... là aussi, l'image et le texte se mêlent, c'est-à-dire ce qui de l'écriture se ressemble et se rassemble, ce qui apparaît cohérent immédiatement dans un minimum de continuum. Et j'ai bien eu l'impression, par exemple, vers la fin de mes lectures, j'ai éprouvé le besoin de dire « il me semble que c'est la première campagne d'écriture ». Je vais aller jusque-là. C'est un peu ça, j'avais envie de repérer ça, de traverser la page du manuscrit, donc cette image-là, de traverser avec une première campagne d'écriture sur laquelle après j'accrocherai les corrections. Qu'est-ce qu'on cherche, enfin qu'est-ce que je cherche quand j'aborde un manuscrit en l'occurrence, la première chose que je cherche, c'est d'essayer de comprendre comment les traces en sont venues à être agencées de la manière dont elles sont agencées sur le feuillet que j'ai sous les yeux. Alors, j'ai utilisé différentes tactiques, mais c'est presque des heuristiques en fait. Ça peut consister dans certains cas à essayer de prendre une distance visuelle par rapport au manuscrit pour repérer des zones. Par exemple, les premiers jets, on les voit souvent mieux quand on s'éloigne un peu que si on a le nez sur le manuscrit. Et quoi qu'on dise, la continuité linéaire d'un texte suivi est quand même un outil très intéressant enfin, une aide très, très puissante pour le déchiffrement des manuscrits. Donc ça aide beaucoup, par exemple, de s'obliger à ne lire que le premier jet dans un premier temps, en laissant de côté tout ce qui est rupture de cette linéarité du premier jet, qu'on réservera pour une deuxième appréhension du manuscrit, une fois qu'on aura quand même ce fil conducteur de la linéarité du premier jet comme repère pour les interventions. Pour savoir moi-même où j'en suis et où je suis et qu'est-ce que je lis, est-ce que je regarde une image d'écriture, d'un feuillet couvert d'une écriture, ou si je lis un texte, j'ai besoin de revenir en arrière et de me dire oui, c'est du texte. Et c'est du texte que je continue de chercher. En fait, il y a toujours ces deux logiques de une image de l'écriture et une écriture habitée, pleine, qui est du texte. Et quand on lit un manuscrit, on est toujours confronté à ces deux choses qui sont deux choses différentes, deux logiques différentes. Mais là, on est de plein pied à la croisée des deux et on est obligé de faire avec. La lecture du manuscrit, si on veut transmettre à quelqu'un la connaissance qu'on a acquise, on sera obligé de multiplier de manière presque exponentielle le commentaire, la glose, l'explication, la description. Et c'est vrai que le degré de précision est variable. C'est sûrement
que tout à l'heure, bon, quand je disais c'est un petit tiret, c'est un trait un peu long, c'est un trait horizontal, c'est un trait un peu oblique, alors que j'étais d'un vague total sur du blanc, bon, c'est probablement que dans ma tête, il y a une catégorie blanc qui est... Alors, après, on peut préciser, dire blanc plus ou moins grand, mais c'est un espace, un blanc. Alors que des traits, j'ai plusieurs catégories de traits. J'ai le petit trait, le trait moyen, le trait long, etc. Et que j'ai plusieurs catégories parce que c'est pertinent sur le plan de l'interprétation génétique ou de la reconstitution du processus. Alors que dans un premier temps, le blanc se suffit. Il peut devenir pertinent si il y a plusieurs qualités de blanc. Si on peut, dans le manuscrit en question, opposer un grand blanc à un blanc moyen, à un blanc petit, etc. L'implicite, c'est quand c'est évident. Je pense qu'à chaque fois, enfin, ce sera intéressant de voir, vérifier si je me trompe moi-même sur moi-même, mais je pense que dès que le passage devient difficile à déchiffrer, on est obligé de revenir à la granularité élémentaire, donc de dire ah, ce mot-là est biffé, il y a 4 lettres au-dessus, est-ce que ces 4 lettres remplacent ce qui est biffé? Est-ce que j'arrive à déchiffrer ce qui est sous le trait de biffure? Est-ce que ça fait sens linguistiquement de dire que c'est remplacé par ce qui est au-dessus, ou est-ce qu'il faut chercher à gauche, ou est-ce qu'il faut aller chercher dans la marge? Plus on a de mal à comprendre, plus on va dans le détail fin de la description, enfin de l'appréhension de la substance graphique du manuscrit. Plus c'est facile, moins on a besoin d'expliciter. Si je dis premier jet, deuxième jet, dans mon esprit, il va de soi que le premier jet a été biffé. Sinon, je ne pourrais pas dire que c'est un premier jet, un deuxième jet. Je lis mon texte et je lis toutes les informations, ou presque toutes, celles qui me paraissent importantes. Elles sont d'ordre verbal, évidemment, en tout premier lieu, mais aussi d'ordre, on peut appeler ça métascriptural, des indications comme un signe pour changer d'alinéa, signe que Jabès a certainement très tôt donné en vue de mise en page définitive. Ou quand je dis que c'est en marge, c'est quelque chose que je me dis à moi, car c'est un autre registre d'écriture que le reste de la page. Ou quand je dis que c'est un ajout interlinéaire, c'est la même chose, c'est par opposition à l'ajout sur la ligne qui vient immédiatement à droite du mot biffé. Ça donne une indication temporelle sur le moment où cette opération a eu lieu. Je me souviens d'un feuillet où, dès la première perception, j'ai vu que je pouvais m'occuper de la marge après avoir lu toute la page. Et à d'autres fois, non seulement l'ajout marginal a été intégré dans le fil de la phrase, sans méta-commentaire par moi, parce que je l'ai oublié, mais la plupart du temps, je l'ai intégré quand tout le sens de la phrase l'exigeait. Mais indiquer exactement comment dire une rature qui est immédiatement substituée, c'est déjà la méta-énonciation de cette chose est difficile, et en plus on n'est pas sûr de pouvoir l'appliquer exactement parce que on n'est pas sûr nous-mêmes de la chronologie de la façon de respecter la chronologie de l'écriture quand on lit à voix haute. Et ça, c'est une grande difficulté.
de la lecture immédiate d'un manuscrit. Question mémoire. Il y a la mémoire immédiate qui associe d'un lieu au lieu suivant. Et il y a une mémoire un peu plus longue où, en déchiffrant un mot sur une feuille, je me dis « Ah mais oui, c'est exactement le mot que j'ai soit pas déchiffré ou mal déchiffré dans la version précédente. » Donc la mémoire restitue les failles, les erreurs de la lecture antérieure. Une autre remarque, un petit peu en vrac, hein, tu dis à propos de la manière dont je suis allé chercher dans d'autres états du texte un état proche du même passage. Alors c'est pas du tout parce que j'ai une espèce d'archi avant-texte dans l'esprit qui n'existerait que dans ma tête de généticien et qui n'aurait jamais existé chez l'écrivain. C'est beaucoup plus trivial que ça. C'est parce qu'à force de déchiffrer des manuscrits ayant des états successifs, des avant-textes ayant des états successifs, je sais que quelque chose qu'on n'arrive pas à déchiffrer à l'état n, il arrive qu'on en ait un autre état très clair à l'état n plus 2 ou plus 3, c'est-à-dire tout simplement le même mot mais écrit de manière plus lisible. Et la parenté entre les deux fait qu'on peut revenir en arrière et puis comprendre simplement, déchiffrer quelque chose qui avait échappé. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'archi-document qui serait sous-jacent. Sinon, alors un problème, mais qui est un problème de tout document génétique, qui est qu'il faut bien qu'on puisse baliser des éléments de stabilité dans ce qui est éminemment mobile et changeant. Et la possibilité de faire ce que je fais, c'est-à-dire d'aller chercher la même chose dans un état ultérieur, est évidemment liée à cette espèce de stabilité dans la variance qui caractérise le manuscrit. En effet, on anticipe sur du non-écrit, où toutes sortes de critères convergent, parfois dans le bon sens, dans le seul sens possible, et parfois dans du n'importe quoi, ce qui veut dire sans doute qu'on a besoin au moins de projeter une chose possible, une chose qui se tienne ou qui a du sens. Les Éoliens étaient très... Ils nous faisaient des reproches, Helmut et moi, là-dessus. Ils disaient, alors nous, en tant que linguistes, on a beaucoup travaillé dans la micro-temporalité, hein, les micro-opérations génétiques, petites substitutions, et ils nous disaient, oui, mais c'est pas intéressant ce que vous faites. La seule chose intéressante, c'est la macrogenèse, c'est les grandes masses, le bourgeonnement. Bon. Il est vrai que ça s'appliquait à Zola, où il n'y a pratiquement pas de rature, donc on ne peut pas faire de la microgénétique. Mais je crois que les deux temporalités ont leur légitimité, enfin leur cohérence propre, et que c'est une difficulté de codage, parce qu'il faut avoir un balisage des grandes unités génétiques et des grands mouvements, et puis à l'intérieur, il faut avoir l'outil de micro-codage, des petites substitutions, etc. Et je l'avais rencontré quand j'avais fait cette transcription là, des 18 premiers feuillets du cahier 3 de Proust, où j'avais éprouvé le besoin
de fabriquer une unité que j'appelais bloc génétique. Peut-être que c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire cette échelle du détail par rapport à l'ensemble qui fait que quand on est dans le détail, et on y est obligatoirement, nécessairement quand on lit un manuscrit, cette confrontation au détail et cette attention au détail, elle est toujours sur le fond de ce happement par un texte lointain, en aval, qu'on attend, qu'on cherche, qu'on sait, il est là, il va être là et on le voit venir, on cherche à le voir venir. Voyez donc, j'arrête là la transcription pour en revenir aux principes généraux qui sont assez simples. C'est l'adaptation à la page à transcrire. S'il y avait plus de difficultés, j'aurais expliqué davantage à l'aide d'un commentaire. Je pense qu'on ne peut pas transcrire sans commentaire, c'est évident. Et enfin, ce que vous avez dit qui est très important, est-ce qu'il y a une transcription par chercheur? Oui, dans un certain sens. Si le chercheur s'intéresse à la ponctuation, je le dis tout à l'heure, s'il s'intéresse aux parenthèses, s'il s'intéresse à l'accent circonflexe, s'il s'intéresse en particulier au féminin chez Proust, aux participes passés féminins qui sont très souvent déficients, s'il s'intéresse au trait d'union, à chaque fois, il s'intéressera à un détail de la transcription qui ne concernera pas un autre chercheur. S'il s'intéresse à la calligraphie, s'il s'intéresse au graphisme, il verra premièrement, un deuxièmement qui ne sont pas typiques, un J majuscule qui est calligraphié ou presque calligraphié. Si c'est un graphologue, il s'intéressera à autre chose. Il y a des sélections féroces. Hein. Si tu veux transmettre une information générale, génétique, tu n'es plus dans l'obligation de tout donner. Hein, prenant une page un peu complexe. Si tu fais un article critique, tu sélectionnes sur cette page 5 choses qui t'ont tapé à l'œil et que tu vas traiter parce qu'elles ont un intérêt génétique de façon cohérente. Mais tu ne vas pas dire tous les détails du visible. Tu ne vas pas dire là il y a un tiret, là il y a probablement un point d'interrogation, ce que j'ai dit aussi dans mes commentaires parfois. Tu vas faire des choix. Peut-être que ce qu'il faudrait avoir à l'esprit d'abord, pour être plus ordonné dans la lecture, c'est savoir à qui on s'adresse. Et dans ce cas-là, se poser, réfléchir avant à ce qui doit être indiqué. Alors, si c'est donné à lire, donné à entendre la lecture d'un manuscrit, en général, certaines choses suffisent, dire barré, remplacé par. Maintenant, si c'est pour des gens déjà avertis de ce que c'est qu'un manuscrit et du travail sur manuscrit, et si par exemple, en plus de tout ça, il s'agit de spécialistes de l'énonciation, de linguistique, alors chaque fois ça peut s'affiner. Pour déchiffrer, il faut savoir ce que l'on cherche, c'est évident, et il faut savoir ce que l'on veut faire. À qui veut-on donner à lire et que veut-on donner à lire? À nouveau, on ne peut pas faire de transcription sans chercher un lecteur, un public. Le mien est celui de quelqu'un qui imaginerait la globalité de l'objet. L'objet global, l'objet culturel global, effectivement. Vous l'avez dit, ça c'est vu et entendu dans cette séance de transcription courte. Je n'ai pas cherché les cas les plus difficiles. Je n'ai pas cherché, si je suis entré dans le détail des difficultés que soulève le moindre petit bout de transcription, je n'ai pas cherché à définir un modèle
ni à exposer les conventions qui se sont imposées à l'équipe Proust au long de longues années de discussions sur un modèle qui est utilisé encore, qui a été utilisé de longues années et qui se trouve mis en cause, non pas pour des raisons intellectuelles, mais pour des raisons purement techniques. La généralisation de la photocopie et du facsimilé qui vient réduire les efforts des gens qui, il y a 30 ans, ne pouvaient faire que des transcriptions diplomatiques. Il y a aussi la diffusion du traitement de texte qui remet en question, effectivement, la façon de transcrire, puisque maintenant, on n'est plus obligé d'écrire un mot après un autre. Le multifenêtrage sur l'écran permet de comparer plus facilement deux versions. J'ai connu l'époque où je mettais l'un à côté de l'autre 2 lecteurs de microfilm, et sur chacun, je mettais une bobine de microfilm différente, évidemment. C'était la meilleure façon de les comparer toutes les deux. Sinon, on se trouve devant une masse de papier considérable. Ben, je pense, hein, ça rejoint ce que je dis ce que j'écris plutôt depuis très longtemps sur le fait que quand je dis on ne peut pas lire un manuscrit, c'est parce que la lecture au sens habituel est constamment hachée par des interventions de commentaires ou de descriptions de celui qui lit. Le document brut, bon, vous pouvez vous passer une soirée à regarder cette feuille de papier, ça ne fait jamais qu'une page, mais comme il y a 120 pages dans le cahier, très vite, vous allez abandonner si vous ne savez pas de quoi il parle. Et pour le savoir, là, encore une fois, je reviens, là, je veux souligner James, et puis Marguerite Audoux, Chateaubriand, Georges Sand, Marguerite Audoux, qu'est-ce qu'ils font ensemble avec le romancier russe, avec Tolstoï ou Dostoïevski, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un sens qu'il faut connaître, c'est-à-dire qu'il faut tout lire avant de commencer à... Quant aux différentes étapes dans la transcription, je n'y ai jamais cru. Je pense que il n'y a pas d'étape à griller, à brûler, à crier. Mais on ne peut pas faire l'économie de toutes les étapes, mais toutes sont mêlées. On ne peut pas transcrire si on n'a pas compris. La transcription et l'interprétation, pour moi, sont mêlées ensemble. Si on code, si on fait tout ça, c'est quand même dans le but de permettre à des chercheurs ultérieurs de travailler sur le manuscrit sans avoir à le déchiffrer à nouveau et à reconstruire la Genèse, enfin l'enchaînement chronologique de la Genèse. Donc, a priori, si on considère que le premier chercheur a bien fait son travail, on peut considérer qu'il n'a pas besoin de donner les mécanismes analytiques par lesquels il est parvenu à son interprétation et qu'on peut se contenter d'en donner le résultat. Et le résultat sera sous forme de ajout, suppression, substitution, déplacement, ce type d'opération, sachant qu'il y a... Alors, toute la substance graphique, elle sera quand même présente grâce au facsimilé, et l'utilisateur pourra toujours faire le va-et-vient entre le facsimilé et l'édition mise en forme à partir des balises pour accompagner l'édition d'une reconstitution partielle du raisonnement par lequel on est arrivé à ça. Je ne sais pas si ça marche, enfin je ne sais pas jusqu'où ça marche, parce que
Il y a un côté... Enfin, je ne sais pas si on peut se passer totalement de ce travail d'appropriation progressive du manuscrit qu'on ne peut faire que si on refait le travail de zéro, à partir de rien. Je ne sais pas. Mais je fais quand même le pari qu'on peut et que ça vaut le coup de faire ce qu'on essaie de faire.